Bonjour, et donc aujourd'hui bande dessinée avec l'argent du déshonneur de Hiroshi Hirata. Poursuite de ma découverte aléatoire du manga, avec un titre qui semble-t-il n'en est en fait pas un. On parle plutôt de Gekiga, dont la dimension adulte est plus marquée, faut-il croire, et qui ici relève en même temps d'un sous-genre, disons historique, Jidaimono, par un des maîtres du genre, Hirata Hiroshi. Inculte de moi, je n'en avais probablement jamais entendu parler jusqu'à une époque très récente. Un camarade dont le nom m'échappe, mais mille merci à lui, avait cependant attiré mon attention et celle d'autres, espérons-le, sur ce titre en particulier qu'est L'argent du déshonneur. Ma mémoire est défaillante, mais bon. Curieux et séduit par le peu que j'avais vu du graphisme dès cette superbe couverture à vrai dire, j'ai eu envie de tenter l'expérience et donc voilà. Ce fut au passage l'occasion de découvrir l'éditeur Akata, longtemps associé à Delcourt, leur collaboration ayant débouché sur un bon paquet de parutions de Gekiga signé Hirata Hiroshi, entre autres. Voici en tout cas un très bel objet, de bonne taille par ailleurs, et qui fait honneur à la bande dessinée. Il est hélas une chose qui lui fait nettement moins honneur et dont je ne comprends pas ce qu'elle fout là, la préface d'un certain Pierre Jovanovic. À la lecture de ces quelques lignes maladroites et idiotes, on suppose que le bonhomme est passablement funky, et quelques recherches en ligne l'associent à des mouvements charmants sans vraie surprise. Mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Offrir à quelqu'un de rédiger une préface éventuellement militante sur le rôle de l'argent, eu égard au thème bien précis de la bande dessinée, cela fait sens, aucun doute à cet égard. Mais ce guignol, franchement. D'autant que le propos de la BD, même au-delà des préconçus que l'on pourrait se forger à cet égard, s'avère bien autrement subtil. Et si l'auteur est peut-être impliqué dans une certaine idéalisation du Bushido, ne serait-ce que parce qu'elle va souvent de pair avec le genre, ce qui peut d'une certaine manière expliquer, j'imagine, les louanges d'un Mishima Yukio tout de même quant à son œuvre, il se montre cependant très fin et suffisamment impartial au fond pour que l'on puisse le prendre au sérieux dans son rôle de moraliste, même dans ses histoires d'argent forcément immorales. Le titre est certes éloquent, l'argent du déshonneur. Que l'argent se mêle d'une chose aussi pure qu'est censée l'être la voix du samouraï, voilà qui ne peut déboucher que sur une souillure. Dès lors, cet ensemble de récits, situé pour l'essentiel au début de l'ère Edo, véhicule une atmosphère sombre et violente, décadente aussi éventuellement, signant comme souvent la fin d'un monde presque entrevu comme la fin du monde, et ceci alors même que le Japon pacifié par Tokugawa Ieyasu entame une longue et improbable époque de paix intérieure, laquelle certes ne fait qu'entériner le fait, à bien des égards les samouraïs sont déjà des anachronismes. Tout tourne autour d'une pratique qui s'était développée à cette époque, même si, ai-je cru comprendre, les témoignages ne sont pas forcément très nombreux, permettant de bien identifier le procédé Oni. Cela implique peut-être tout d'abord de se replonger dans le contexte des affrontements féodaux de la fin du Sengoku, dont quelques-uns persistaient semble-t-il encore début Edo. La guerre était une activité normale, et n'impliquait en rien la haine de tel camp pour tel autre. Les samouraïs, en professionnels, se battaient au gré des circonstances, et s'ils faisaient sans doute de leur mieux au service de leurs maisons respectives, ils n'étaient pas dans une optique idéologisée d'extermination de l'ennemi. Rien d'étonnant, somme toute, dans ce contexte, si des guerriers vaincus ont enfin tenté de racheter leur vie. C'est dans le contexte idéalisé du Bushido que c'est problématique. Le samouraï n'étant certes pas censé redouter la mort au point de s'abaisser à la marchander. Voilà ce qui se passait. Un guerrier vaincu, au moment de recevoir le coup de grâce de son adversaire, l'interpellait et lui proposait de racheter sa vie. À même le champ de bataille, les deux contractants négociaient le montant de la vie ainsi rachetée. Le samouraï vaincu, ou tireur, signait alors de son sang, via le sceau infalsifiable et dramatique de sa propre main, une sorte de reconnaissance de dette qu'emportait avec lui le vainqueur ou preneur. Cette dette n'était pas limitée dans le temps, et le preneur, à tout moment, pouvait se présenter chez le tireur, ou le cas échéant chez son suzerain, disons, pour exiger le paiement convenu. La pratique était d'emblée empreinte de déshonneur, sans doute, mais comme de juste, elle a connu diverses évolutions, qui n'ont fait que la rendre plus détestable. Ainsi, par exemple, les preneurs se sont-ils mis à exiger des sommes de plus en plus démesurées, profitant de leur position de force pour exercer un odieux et cupide chantage, lequel pouvait, le cas échéant, s'exercer par contre-coup sur la maison dont dépendait le tireur. Un mauvais payeur devait faire face à bien des ennuis, sans doute, mais la répercussion de la dette sur sa maison était peut-être plus encore néfaste, d'autant qu'elle pouvait devenir un nouveau motif de guerre privée.
Par ailleurs, certains preneurs, a fortiori s'ils accumulaient ce genre de reconnaissance de dette, ne souhaitaient guère s'embarrasser de la tâche pénible et éventuellement dangereuse de sommer les tireurs de payer. C'est donc développé une nouvelle profession, celle de recouvreur de vies humaines, Kubidai Hikyukanin. Ces professionnels, éventuellement des Ronin, cumulaient ainsi les fonctions, disons, d'huissier à titre privé et de chasseur de primes. Enquêteurs et combattants, car le risque était grand que la réclamation du paiement de la dette débouche sur un affrontement, et si le tireur refusait de payer, le recouvreur était censé emporter sa tête. Ces personnages se devaient de se montrer aussi intelligents qu'habiles au sabre, mais aussi rusés enquêteurs et peut-être enfin habiles négociateurs. C'est là le sujet abordé par Hirata Hiroshi dans L'Argent du déshonneur, dans tous les récits composant le recueil. Le premier, 1971, consistant en une sorte d'introduction détaillant les limites du procédé, tandis que les 6 suivants, 1973, de taille très variable, sont autant d'aventures mettant en scène le recouvreur de vie humaine Kubidai Hanshiro, bonhomme taciturne mais charismatique, et sans doute moins mercenaire qu'il ne le prétend. Il m'a fait penser à l'homme sans nom de Sergio Leone, davantage qu'à son modèle nippon, le Yojimbo Sanjuro, une question d'humour pour l'essentiel. Cela dit, c'est un personnage avant tout mystérieux et dont, au fond, on ne sait rien. Je ne sais pas ce qu'il faut penser de ce sujet au regard de la véracité historique. Hirata Hiroshi a semble-t-il la réputation d'être un bon connaisseur de l'histoire du Japon, mais je ne suis pas bien certain que ce soit le propos. Après tout, et jusque dans l'arrière-plan du Bushido, éventuellement malmené dans une perspective moraliste, mais dans un cadre d'une extrême noirceur et baigné de cynisme, nous sommes largement ici dans les codes du Chanbara, plus connu sans doute en Occident que ce genre de Gekiga, avec toutefois des passerelles bien sûr, Baby Cart, Satoshi, etc. Or, comme dit plus haut, cette dimension morale me paraît essentielle ici, mais auréolée de noirceur et de cynisme donc. Le Japon féodal, tel qu'il est décrit par Hirata Hiroshi, au-delà du mythe du Bushido, n'est certes pas un monde tranché, manichéen. Les personnages noirs ou blancs font défaut, tous sont gris et le reste est affaire de nuances, pas toujours facile à délimiter. Les preneurs ne sont pas unilatéralement des salauds cupides. Les tireurs ne sont pas unilatéralement des couards abjects. Les pires menteurs peuvent avoir une raison tout à fait charitable de mentir, tandis que les adeptes les plus acharnés du Bushido s'avéreront des monstres froids d'une ingratitude répugnante, etc. Hanshiro, dans le rôle de l'inconnu qui arrive en ville pour y réveiller les vieux souvenirs et provoquer le chaos, voire des bains de sang, n'est pas sans état d'âme en fait de mercenaire, et combine les deux aspects sans même que l'on puisse véritablement l'accuser d'hypocrisie. En fait, par la force des récits, le recouvreur de vies humaines côtoie sans cesse des tireurs, et la honte censée marquer ces derniers est donc plus qu'à son tour relativisée, même si l'on ne va pas jusqu'à en faire des personnages admirables ou même simplement bons. C'est peut-être le seul bémol à cette noirceur générale. Dans ce sens, le thème de la dette d'argent sur la vie est dès lors un merveilleux prétexte à la description d'un monde complexe et éventuellement hideux. Les connotations de décadence sont donc peut-être de la partie, sans doute même, mais le fait demeure, tout cela est infiniment plus subtil qu'une bête question de bien ou pas bien. Les circonstances pèsent de tout leur poids sur les principes, et l'honneur si essentiel de prime abord se révèle parfois pour l'absurdité qu'il est tout au fond. Approche tout à fait bienvenue, et peut-être même un peu surprenante, pour le mieux. Or, l'étonnante subtilité des récits, par ailleurs très efficacement conçus sur le plan scénaristique, le lecteur est promené par l'auteur, mais avec délice, se double d'un graphisme absolument superbe, d'une très grande maestria visuelle. Pour le coup d'ailleurs, le trait n'adopte à peu près rien des codes traditionnellement associés au manga, une toute petite exception peut-être, lors de l'épisode Pleine Lune du 8e mois, d'une cruauté ahurissante, figurent des enfants, dont la représentation emprunte davantage à ces codes, tête ronde, yeux ronds, pas de rayures marquant le visage, etc. Il peut, semble-t-il, évoquer celui d'autres classiques du Dekiga, comme Lone Wolf and Cub, le très grand titre du genre, source, si je ne m'abuse, des Baby Cart. Mais, à prendre des références côté occidental, je suis instinctivement tenté de me tourner vers l'Italie, pour parler au moins de Hugo Pratt, peut-être aussi de Sergio Topi. Bon, peut-être à tort. Quoi qu'il en soit, c'est beau, c'est très beau. Le dessin est à même d'exprimer tant une certaine majesté protocolaire, même puant le vice, que la violence ahurissante, quand bien même sèche, des affrontements sabre en main. Ils font très mal d'ailleurs, le sang se répandant en noir giclé d'encre contaminant la page, et les têtes volant plus qu'à leur tour. Tout ceci est d'une adéquation parfaite au propos, et se double d'un montage dynamique impressionnant, même si pas toujours ultra lisible dans les scènes d'action, bon ça c'est moi.
très à même en tout cas de mettre en valeur les personnages, ainsi bien sûr Hanshiro, avançant de son pas lent et irrépressible en début d'épisode vers le tireur dont il exigera paiement. Contrairement à une mauvaise habitude que j'ai développée depuis quelque temps, il ne me paraît pas opportun de détailler ici chaque épisode outre mesure. Je vais néanmoins en donner de très vagues aperçus, en guise de témoignage de la variété des situations que le thème de base autorise, aussi étonnant cela soit-il. Dans le prologue, le sceau de la main, Hirata Hiroshi nous présente le procédé qu'il a à cœur de mettre en scène. Ici, c'est peut-être son aspect le plus évident qui semble tout d'abord exposé. Le tireur a menti, il a donné un faux nom et refuse de payer sa dette, car exorbitante, alors que le preneur vient réclamer à la maison du tireur de payer cette somme colossale. L'affaire prend des allures de récit policier, mais la politique n'est jamais bien loin, et l'ambiguïté est essentielle. Le tireur est un menteur, le preneur abuse de sa position de force, tous sont autant d'ordures, et les plus héroïques des sacrifices ici sonnent absurdes et vains. Vivre pour le faux et mourir pour le vrai introduit le personnage de Hanshiro de la plus belle manière avec ses 3 pleines pages successives où le recouvreur de vie humaine s'avance sans un mot et impitoyable vers le lecteur. C'est l'occasion de mettre en scène toute l'hypocrisie du procédé, mais de manière inattendue et tout à fait bienvenue, en dénonçant avant tout l'inhumanité du Bushido. De tous ces récits, c'est peut-être celui où la part de morale est la plus saisissante, et en même temps la plus difficile à exprimer car d'une noirceur redoutable. Les Rancuniers, le plus long récit du recueil, une centaine de pages, m'a considérablement surpris dans son introduction, qui reprend très exactement ou presque le point de départ du superbe film de Kobayashi Masaki, Harakiri. Des Ronin se rendent auprès d'une riche maison au prétexte d'y commettre le seppuku, quand ils cherchent en fait à obtenir un poste ou quelques pièces, certainement pas à se suicider. Et les samouraïs en place abusent de leur position de force avec une cruauté impensable. Influence directe ou simplement inspiration commune? Je ne peux m'empêcher de noter que le héros du film de Kobayashi s'appelle Hanshiro. Mais l'affaire est ici autrement complexe. Façon de parler, Harakiri n'était pas exactement un film schématique, qui traite des responsabilités à long terme et tourne avec l'aisance d'une mécanique bien huilée, la ruse de la partie, du recouvreur de vie humaine notamment, et tout manichéisme est absolument hors de propos, quand bien même notre héros a bel et bien quelque chose d'héroïque cette fois, et plus ici qu'ailleurs. Recouvrement à Hida est très étonnant, qui délaisse le cadre des riches maisons nobles, Hanshiro étant sur la piste d'un ex-samouraï devenu paysan, qui a tenté de se faire oublier dans un coin perdu du Japon. Sur place, le recouvreur se retrouve au beau milieu d'un affrontement entre 2 villages. Lui, par la force des choses, est amené à combattre dans le camp de celui qu'il devine être sa cible, tandis qu'en face les paysans ont engagé un Ronin, et impossible de savoir au juste qui est dans son bon droit, si seulement cela veut dire quelque chose. Le récit se conclut sur une pirouette, sans doute, mais pas malvenue. Elle ne fait qu'appuyer davantage sur l'absurdité du monde, et qu'en faire à Hanshiro une mélancolie de fond qui ne le lâchera plus. Changement radical avec Léon Salopard. Bon, le titre, qui traite à nouveau d'ingratitude, mais sur un mode presque surréaliste, passant par la torture la plus atroce. L'atmosphère est résolument horrifique, le résultat dérangeant. Mais c'est probablement le récit qui m'a le moins parlé à vue de nez. Il est court, faut dire, et plus direct que la plupart des autres. Il reste bon quand même, hein. Pleine lune du 8e mois adopte une approche à nouveau très différente, si la cruauté est là aussi de mise, et Hanshiro n'y est d'ailleurs qu'à peine entrevu. On y voit les conséquences terribles d'une dette somptuaire, dans un monde qui, en mettant l'honneur au-dessus de tout, réclame les sacrifices les plus cruels. La dette du samouraï dépensier, un preneur cette fois, par ricochet, affecte ici sa mère, son épouse et leurs enfants. Hanshiro ne pourra que constater l'absurdité du monde. Malsain. Enfin, les aspirations d'un homme de peu renouent avec les complexes fresques du début du volume, avec une égale réussite. Les personnages, tous plus ou moins secrets, sont baignés dans un flou éthique qui empêche longtemps le lecteur autant que le recouvreur de vie humaine de déterminer s'il existe un hypothétique bon droit quelque part. Heureusement, nous ne sommes que des mercenaires, et nous n'avons donc pas à nous poser ces questions. Bilan sans appel, c'est absolument superbe, ça louche sur la perfection. Faites donc l'impasse sur la préface débile, le cas échéant, ou lisez-la à titre d'édification personnelle, mais sans surtout que cela oriente votre lecture de la suite.
L'argent du déshonneur combine maestria graphique et subtilité du propos avec bonheur. La BD est à cet égard à peu près tout ce que n'est pas la préface. On peut parler de chef-d'œuvre, et il faudra que je poursuive la découverte de cet immense artiste qu'est à l'évidence Hirata Hiroshi.